Aujourd'hui, on parle du développement humain en Afrique et des enjeux majeurs des futures générations. Avec notre invité du jour, Elias Banesse Betare. Bienvenue à l'épisode 004 hors série Africa de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce tout premier épisode de l'année 2018. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'historien et auteur Elias Banesse Betare, un invité que mon co-animateur des hors-séries Africa m'a déniché, Monsieur Karim Benkmis. Et Karim se joindra à nous lors de cet épisode, de cette interview, comme à l'habitude. Alors, on en est déjà à l'épisode 004, donc le 4e épisode de ce hors-série Africa, et qui se poursuivra le premier mardi de chaque mois, comme à l'habitude. Alors, le premier épisode de cette année 2018 se trouve à être un épisode de ce hors-série Africa. Et Karim continue de travailler fort pour nous dénicher des entrepreneurs étoiles, des champions là, pour les prochains épisodes durant les prochains mois. Donc, le prochain épisode sera au début du mois de février et on va vous présenter à ce moment-là un entrepreneur étoile, encore une fois, un entrepreneur africain étoile. Et ce sera comme ça pour les prochains mois également. Alors, à ne pas manquer de ce côté-là. Je vous rappelle les façons de me rejoindre. Je vous invite à venir passer me faire un petit coucou sur la page Facebook au facebook.com/M Marco Bernard, facebook.com/M Marco Bernard. Même chose sur Instagram, l'instagram.com/M Marco Bernard. Et vous pouvez également le faire sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Elias Banesse Betare et mon co-animateur Karim Benkmis, j'aimerais simplement vous signifier qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion au cours de cette interview-là. Il y a eu quelques problèmes là, au niveau de, entre autres, de la bande passante là, du côté de l'invité et de Karim. Donc, il y a eu quelques petits manques au niveau sonore. Je m'en excuse à l'avance, mais soyez assurés qu'on va corriger le tir là, pour les prochains épisodes de hors-série Africa. Ceci dit, je pense que tout est quand même très, très, très audible, là, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que pour les gens qui ont l'habitude d'écouter l'accélérateur, vous allez peut-être trouver qu'il y a un peu plus de parasites sonores qu'à l'habitude. Mais ceci dit, je pense que vous allez quand même être en mesure de comprendre de façon très, très audible là, le contenu que M. Betare va nous livrer avec Karim Benkmis. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec nos invités et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Elias Banesse Betare. Merci énormément, Elias, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'Accélérateur. Et merci aussi à Karim de nous avoir introduits ensemble. Merci beaucoup. Si. Alors, Elias, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter, pour nous donner un peu votre parcours professionnel. Et puis, après ça, on pourra discuter un peu de la place que prend l'Afrique présentement dans l'échiquier mondial. Bonsoir Karim, bonsoir Marco. Merci, c'est un honneur d'être avec vous. Je me nomme Banesse Betare Elias. Je suis enseignant d'histoire dans un lycée au Cameroun. J'ai commis un ouvrage en janvier 2017 qui porte sur la problématique du développement en Afrique en relation avec la loi d'attraction.
Et pour l'instant, je fais la promotion de ces livres. C'est tout ce que je peux dire à propos de ma vie professionnelle. Voilà. En Afrique, présentement, Elias, récemment, il y a eu la visite du président français Emmanuel Macron qui, lors de sa tournée africaine, disait que c'était que le fait que la population croissait à une vitesse vertigineuse, ça correspondait à une catastrophe humanitaire. Est-ce que vous ne croyez pas au contraire que c'est une force, une richesse pour aujourd'hui ainsi que pour demain? Oui, merci pour cette question. Je dois dire que la question de la population africaine se pose avec acuité, même en Afrique. Et nous sommes les premiers à prendre la mesure de la chose. Cependant, je crois qu'il faut voir les choses de deux façons. Nous ne pouvons pas parler de la population africaine actuelle sans toutefois situer le contexte dans lequel on se trouve. Disons tout de même, mon cher Marco, nous venons de loin en Afrique. L'Afrique a traversé beaucoup de crises pour en arriver où elle en est aujourd'hui. L'esclavage, les traites, les génocides pendant la colonisation et les guerres, les deux guerres mondiales sont aussi passées par là. Les guerres post-coloniales, les coups d'État par-ci, par-là, les guerres civiles dans les pays africains. Tout cela a participé à la réduction drastique de la population africaine. Et vous savez, la population, de manière générale, selon les théories, après une crise, elle commence à croître. Donc, la population augmente et il y a ce qu'on appelle la transition démographique. Tout cela, les dirigeants européens, ils n'ignorent pas cela. Mais la question de la population en Afrique, l'autre point, c'est que c'est une question fondamentalement idéologique. Je m'explique. C'est une question idéologique parce que, selon les prévisions, d'ici 2100 ou un peu moins, nous serons peut-être à 10 milliards de population sur la planète Terre. Et selon les mêmes prévisions, la moitié de la population serait constituée des Africains. Alors, vous voyez, c'est que la problématique autour de la migration dans le monde actuel, cela pose déjà un problème. Et voir que l'Afrique occupera la moitié, c'est-à-dire entre 4 à, on estime à 4 milliards et demi d'Africains, cela suppose qu'il faudrait voir les Africains un peu partout dans le monde. Donc, je crois que, vu sous cet angle-là, l'Afrique pose un problème idéologique. Et les discours que les Occidentaux, les dirigeants occidentaux tiennent à l'endroit de l'Afrique, je crois que ce sont des discours beaucoup plus idéologiques et les Africains ont compris. C'est pourquoi j'estime que, sans toutefois banaliser le fait que la population peut être un problème, et pour ma part, cette population-là constitue plutôt un gisement de développement pour l'Afrique. Je vais me baser sur deux exemples. Déjà, l'Afrique, par sa population jeune, rajeunit l'humanité. Ça, c'est un point important parce que nous savons, vous et moi, que l'humanité est vieillissante dans les autres parties du monde. Donc, l'Afrique apporte un sang jeune, neuf, à l'humanité. Et le deuxième exemple, c'est que c'est le futur plus grand marché du monde. C'est le plus grand marché dans les années à venir. Donc, en prenant les deux exemples seulement, je crois que l'Afrique ne doit pas s'inquiéter, mais l'Afrique doit arrimer juste sa population au développement économique qui est en cours.
Pensez-vous que ce que le président français a donné comme commentaire lors de sa dernière visite est un peu un geste à l'effet qui verrait l'Afrique et le futur de l'Afrique un peu comme une menace pour eux? Sur le plan Oui, économique, à tout le moins? justement, c'est là où je voulais en venir. J'ai dit que le développement de l'Afrique pose un problème parce que la croissance historique dont j'ai le rappelé, ce qui s'est passé avant, c'était une croissance massive et quantitative seulement. Mais présentement, l'Afrique est en train d'amorcer un changement qualitatif. Voyez-vous, l'Afrique ne fait pas seulement l'augmentation de la population ne s'accompagne pas seulement des problèmes. L'Afrique vient avec un nombre de populations de plus en plus croissant, comme on l'a dit, mais l'Afrique vient aussi faire irruption dans le monde, dans les domaines technologiques, dans l'innovation, dans l'ingénierie, et l'Afrique bouscule dans les habitudes déjà établies. Ce qui fait que cela sent comme une menace pour ceux qui sont habitués à un ordre du monde déjà établi. Donc, cette évolution qualitative de l'Afrique avec ses intellectuels, avec ces jeunes qui innovent aussi, cela est une menace non seulement culturelle, idéologique, mais une menace économique parce que les innovations en Afrique vont provoquer, qu'on le veuille ou pas, l'industrialisation de l'Afrique, indubitablement. Donc, je crois que votre question, elle est bien placée. Merci ma réponse. C'est exactement ce qui se passe en Afrique. Et je pense que l'histoire de Macron, ou le président Macron, a une méconnaissance totale de l'Afrique. Et on vient encore avec des stéréotypes d'analyse africaine qui sont totalement dépassés, sachant qu'aujourd'hui, on est sur une Afrique qui s'est pensée, qui s'est réfléchie et qui, aujourd'hui, a son propre modèle. Donc, sur la deuxième question, Elias, s'il vous plaît, expliquez-nous comment cette loi d'attraction évoquée notamment par Bob Proctor dans le film The Secret est une loi de l'univers qui stipule que les pensées et les émotions dominantes de l'homme façonnent sa vie. Qu'en est-il en Afrique? N'est-il pas vrai que pour nous, Africains, c'est d'abord une question de confiance en soi, de foi en son destin, en une indéfectible capacité à croire en demain, et en soi, cette foi en son destin est une indéfectible capacité à se réaliser, en fin de compte. Merci, mon cher Karim. La loi d'attraction, justement, c'est une loi que j'ai découverte et qui m'a beaucoup impressionné. On dit dans la loi d'attraction que l'on attire à soi ce à quoi l'on pense régulièrement et qui provoque en nous les émotions les plus vives. C'est-à-dire, vous attirez à vous toutes les pensées qui vous habitent et qui provoquent en vous des émotions très fortes et très vives. Alors, cela signifie que nous construisons notre vie à partir des pensées qui habitent en nous. Lorsqu'ils expliquent cela, ils disent que les personnes les plus positives, qui ont des perspectives de gaieté, de joie, qui ont de bonnes relations avec les autres, s'attirent des meilleures conditions de vie. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan mental, moral, ils s'attirent à eux-mêmes des bonnes conditions de vie. Mais le contraire, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la misère mentale, qui réfléchissent et qui chaque jour pensent que le monde est en train de tomber sur eux, s'écroule sur eux, vivent la misère dans leur chair et dans leur esprit. Moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais si la loi d'attraction existe et elle stipule que tout ce à quoi on pense et ce qu'on ressent nous arrive, alors à quoi pense l'Afrique? À quoi pense l'Afrique? Est-ce que les pensées dans la tête des Africains peuvent expliquer, ces pensées-là peuvent-elles expliquer l'état
actuelle de l'Afrique, cet état d'hésitation qui marque l'Afrique, est-ce que les pensées africaines actuellement peuvent expliquer cela? J'ai donc mené des investigations et je suis parti sur les champs lexicaux et les champs sémantiques du mot Afrique. Et il a été démontré que dans la plupart des cas, quand vous dites Afrique, les gens y voient des stéréotypes, comme disait mon cher Karim. L'Afrique, c'est la guerre, l'Afrique, c'est Ebola, l'Afrique, c'est le sida, l'Afrique, c'est tout ce qui est humainement bas. Tout ce que l'humanité a de plus médiocre, c'est ça qui caractérise l'Afrique. Or, la loi d'attraction dit que on attire à soi ce à quoi on pense, ce qu'on ressent. Alors, si les pensées les plus négatives sont ressenties en Afrique, si les Africains ne se considèrent pas comme des êtres humains aussi comme les autres, alors cela signifie que le sous-développement de l'Afrique est le résultat des pensées qui sont véhiculées dans la tête des Africains. Voici en quelque sorte l'objet de mon ouvrage. Diriez-vous que, en général, les Africains ont tendance à avoir des pensées négatives justement en tête et c'est ce qui bloquerait un peu la progression de tout ce continent-là? Justement, et puis c'est un complexe d'infériorité appelé par certains. Okay. L'Africain développe un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres parce que les expressions que nous recensons, c'est vous voyez, l'occidental, il est très fort. Regardez, il a créé le téléphone, il a créé l'automobile, il a créé ceci, il a créé cela. Et bon, on utilise le téléphone, on utilise la radio, mais ce qui est quand même curieux, mon cher Marco, c'est que ces mêmes Africains qui ne savent même pas où on a créé le téléphone sont capables de réparer ce téléphone. Mm-hmm. Donc, c'est quand même quelque chose de curieux sur ça. Oui, tout à fait. Elias, en tant qu'Africain et en tant que citoyen très impliqué dans la vie de sa communauté au Cameroun et de par vos activités professionnelles, sentez-vous pas que le rapport entre l'espérance de vie s'est progressivement amélioré avec le progrès de la médecine, étant ni d'adéquation avec le niveau d'éducation et le niveau de vie par habitant? Selon vous, à quoi attribuez-vous cela et comment vous pensez qu'on peut y remédier? Déjà, le niveau de l'espérance de vie, parlant de mon pays, particulièrement le Cameroun, s'est beaucoup amélioré. Et on est quitté de 41, d'un taux de 41% dans les années 60 à pratiquement 58% en 2015-2016. Okay. Donc, je crois que c'est un indicateur de cette évaluation-là. Mais le taux d'éducation, nous ne pouvons pas parler d'éducation ici si nous ne posons pas le problème fondamental. C'est-à-dire, l'éducation en Afrique, elle est coupée des réalités africaines. Voyez-vous, le contexte africain n'est pas le même contexte canadien, par exemple, ou le contexte français. Mais vous allez vous rendre compte que les systèmes éducatifs appliqués en Afrique sont généralement copiés-collés. Quelqu'un appelait ça l'attitude perroquet des Africains. On copie le système canadien ou le système français, pour ce qui est de mon pays, et puis on va coller ou bien on va faire on va racoler, juste un petit ajustement, et puis on va demander aux Africains d'apprendre exactement les mêmes matières, de faire les mêmes exercices que ceux qui sont situés à l'ouest. Vous voyez qu'il y a des déphasages. Le deuxième élément sur le plan éducatif, c'est que l'école devient de plus en plus onéreuse en Afrique. Elle coûte de plus en plus cher.
L'école coûte de plus en plus cher parce que même si dans mon pays, l'école primaire est, est gratuite, Oui. il faut quand même dire que les documents, la documentation est très difficile. Une seule classe peut avoir 10 à 15 livres. Vous voyez un parent qui gagne à peine, je ne sais pas, 10 euros par mois. Il va acheter 10 livres à son enfant et puis il faut le nourrir. C'est des charges. Voilà, vous voyez que c'est très difficile. Il y a un problème de moyens et il y a un problème de contexte qui se pose aussi. Uh-huh. Absolument. Voilà. Et par rapport au niveau de vie, le niveau de vie ici, ça a un rapport avec le décalage culturel. Voyez-vous, les indices de développement, vous savez que c'est un débat. Les gens disent que, bon, tel critère que vous avez retenu ne correspond pas parce que chez nous, on doit plutôt adopter tel critère pour noter l'indice de développement humain chez nous. Et ce n'est pas absolu. Okay. C'est-à-dire une population qui est jugée pauvre, quelqu'un peut juger cette population moins pauvre. Quelqu'un d'autre qui verra un autre qualificatif, donc ainsi de suite. Mais de manière générale, ce qu'on retient, c'est que le retard en Afrique est un retard d'arrimage de la culture africaine à la modernité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas partis sur les bases propres à l'Afrique. Nous sommes partis sur les bases extérieures, adaptées de manière forcée à l'Afrique. Et l'Afrique s'efforce, tant bien que mal, de prendre le bateau, mais à chaque fois, c'est un peu... Il y a toujours des ratés. Okay. C'est pourquoi dans mon livre, je dis l'Afrique a été programmée, n'a pas été programmée pour se développer. Elle a été programmée pour accompagner les autres ou pour imiter les autres. Et quand on vous programme pour imiter ou bien pour accompagner les autres, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver. D'accord. Karim, je pense justement, en parlant du livre, Karim, je pense que tu avais une question aussi en terminant pour Elias. Ouais, mais Elias touche là un sujet sur lequel on peut faire une émission à part entière, qui est l'indépendance de l'Afrique. Hein. Parce que si l'Afrique est très programmée, il y a énormément de choses à dire et on ne parle plus d'indépendance. Mais maintenant, je vais plutôt conclure sur la dernière question. Elias, pour conclure, dans votre livre, il y a une expression qui m'a frappé. L'Afrique a besoin d'un renouveau humain. Alors, dites-moi, cher Elias, qu'en est-il exactement? Oui, merci Karim. Vous savez, en Afrique comme ailleurs, on définit l'homme en deux dimensions. Il y a une dimension physique, matérielle, la chair, et il y a une dimension spirituelle. Oui, et la dimension spirituelle nous intéresse plus ici. Quel est le programme? Vous voyez un peu, je prends la machine, je fais un parallèle, une analogie avec l'ordinateur. Vous savez, le type de machine que vous utilisez demande un type de logiciel. Le logiciel qui se trouve en l'Africain présentement n'est pas un logiciel qui lui permet de mettre en valeur son patrimoine. Le patrimoine africain est diversifié. Normalement, il y a des Afriques blanches, l'Afrique noire, l'Afrique aussi, c'est les Boers, les Africains en Afrique du Sud, les Indiens d'Afrique du Sud. L'Afrique, c'est les Arabes, c'est les Berbères, c'est les Noirs. Cette Afrique-là a besoin de créer ce que Achille Bébé, mon compatriote, a appelé des liaisons de circulation. L'Afrique doit s'ouvrir sur elle-même. Et pour s'ouvrir sur elle-même, l'Afrique doit développer une cohésion, des passerelles. C'est en cela que je trouve un problème. Et cela peut-être va vous étonner, Marco. L'Afrique a un problème d'amour. Ouais. Non, pas l'amour dans le sens relationnel,
de femme, homme-femme, j'ai dit l'amour a un problème d'amour, l'Afrique a un problème d'amour, dans ce sens que l'Afrique n'a pas un amour propre à lui, ou bien il a perdu cet amour propre en lui, en elle. C'est-à-dire, l'Afrique vous montre que elle aime plus les autres qu'elle-même. Voilà. On se comprend. Elle ne s'aime pas assez et elle n'aime pas assez ses enfants pour leur faire confiance. Voilà, exact. C'est-à-dire, vous allez voir, dans un pays, on peut confier les travaux, on peut confier des expertises ou bien des projets aux étrangers très facilement et à un taux plus élevé, alors qu'il y a des nationaux et des Africains qui peuvent faire ce travail-là à un moindre coût et bien fait, parfois même plus. Ouais. Et les histoires de trahison entre les Africains, je ne vous raconte, je ne vous apprends rien. C'est légion. Les Africains se trahissent au jour le jour. Il faut créer les passerelles et il faut que l'amour règne entre l'Africain et l'Africain. L'Afrique doit développer l'amour, son amour propre. Oui, oui, mon cher Karim. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je dirais la confiance est une forme d'amour aussi. Ouais. Justement. La confiance. C'est la base. C'est-à-dire, si vous vous aimez, vous vous faites confiance. La confiance en soi. Vous vous faites confiance parce que vous vous aimez et vous savez que si vous faites confiance, vous allez arriver. Et la confiance en soi fait appel à la détermination. Et dans les autres. Et dans les autres, c'est important. À la vision. Et au lieu de suivre les autres, vous avez une vision du monde propre à vous que vous suivez. Regardez un peu, je prends un exemple. Hein. Lorsque vous dites l'Europe, on voit le Nord. N'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on dit l'Europe, c'est le Nord. Lorsqu'on dit Asie, c'est l'Est. Lorsqu'on dit Afrique, je ne sais pas, Karim, vous pouvez m'aider? Quand on dit l'Afrique, on dit l'avenir. Ok, on dit l'avenir. Sauf qu'il faut développer un universalisme africain. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique ait sa manière de voir le monde qui ne soit pas collée ou bien comparée. On ne doit pas écrire l'histoire de l'Afrique ou bien l'avenir de l'Afrique en comparaison seulement ou bien en déphasage en analogie avec les autres. Il faut que l'Afrique puisse aussi écrire son histoire. Et en écrivant son histoire, il faut des leaderships qui puissent se dégager. Et ça, c'est la jeunesse. Ce n'est que dans la jeunesse qu'on peut puiser la substance nécessaire pour pouvoir assurer le développement de l'Afrique. Moi, je dirais une chose, c'est pas il faut écrire l'histoire, il faut reprendre là où s'est arrêtée l'histoire. Parce qu'il y a la mémoire, il y a l'histoire de l'Afrique, qui est notre patrimoine. Et donc, il faut s'arrêter là où vraiment s'est arrêté les leaderships africains. Et je peux citer des présidents défunts de l'Afrique qui sont et aussi des modèles africains dans d'autres pays occidentaux comme Martin Luther King qui est une inspiration, Mandela et en disant qu'en fin de compte cette histoire qui doit continuer à s'écrire, c'est celle de la jeunesse, c'est celle du futur, c'est celle des futures générations et celle des leaderships africains à venir qui existent. Il faut juste les faire valoir et les faire bouger les lignes entre elles et les faire rencontrer. C'est ça, c'est dans le choc des cultures, d'abord africaines, qu'on arrivera à exister. Oui, justement, Karim. Je crois que l'écriture doit se faire avec des passerelles. Il faut des passerelles entre ces différentes cultures, cette diversité africaine-là. Il faut des passerelles entre ces cultures, de telle sorte que la jeunesse africaine de l'Ouest
la jeunesse africaine du Sud, la jeunesse africaine du Centre ou celle du Nord, qu'on puisse se rencontrer. Et je suis très content de t'avoir rencontré, Karim, que nous puissions aussi fédérer nos intelligences et nos ingéniosités pour faire avancer cette Afrique-là qui aspire aussi à la puissance demain. Parce que c'est en fait cela. Tout à fait. Elias, vous me parliez avant le début de l'entrevue que présentement, votre livre était distribué sur la France, à Paris, et que vous essayez de trouver des façons de faire distribuer en Afrique et sur d'autres territoires. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez faire un appel à tous, si vous voulez lancer des perches, on a une audience assez impressionnante sur le vieux continent, entre autres, et aussi en Afrique, grâce à la participation de Karim pour les hors-séries Africa. Donc, je vous laisse quelques instants pour lancer des perches à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup, Marco. Je voudrais déjà dire que depuis la sortie du livre, je n'ai pas pu faire la promotion parce que les moyens financiers me manquent. Déjà, au niveau de la France, on peut avoir accès au livre en passant la commande directement à la maison Edilivre à Paris. On peut aussi commander en ligne sur le site www.edilivre.com. On peut aussi commander directement à la maison. Mais en Afrique, franchement, il y a une forte demande du livre parce que j'ai fait une publicité sur les réseaux sociaux. Mais ces livres-là, très modestement, peut apporter quelque chose dans la manière de penser l'Afrique, dans la manière de trouver une technologie, permettez-moi, l'humain, qui est ce qui est en Sando en Afrique, dans les très profondeur, je vais dire, la profondeur des Africains pour que le monde soit fait avec les Africains comme des acteurs, surtout la jeunesse africaine. Parce que ce livre, s'il est lu, s'il est promu en Afrique, il pourra faire changer beaucoup de choses et on aura une autre vision de l'Afrique, celle prospère, celle puissante pour le lendemain meilleur. Alors moi, ce que je peux faire déjà, pour les auditeurs qui nous entendent en Afrique et spécifiquement au Maroc, je lance un appel à manifestation en faveur de Elias Bettare pour son livre, pour tous les éditeurs marocains qui nous écoutent, et une pensée spéciale pour une personne qui est déjà passée sur l'accélérateur hors série Africa, qui est Wadi Dada. Donc voilà, un appel éventuellement, si tu peux rentrer en contact avec Elias. Et je sais que toi, tu es aujourd'hui avec une grosse communauté du livre. Si tu peux avancer avec lui déjà sur ce livre qui promet énormément. Donc voilà, c'était mon mot notamment par rapport à cette perche-là. Merci. De mon côté, je vais me permettre aussi de faire un shout-out, comme on dit si bien ici au Canada et aux États-Unis, en vous relayant la parole en vous présentant plutôt à Micheline Bourque. Micheline, que j'ai reçue sur l'accélérateur à l'épisode 53 et qui a démarré un club de lecture un club de lecture affaires, donc tout ce qui est livres d'affaires francophones. Et possiblement que Micheline nous écoute au moment où on se parle, alors elle pourra peut-être entrer en contact avec vous pour éventuellement peut-être vous donner un coup de pouce à ce niveau-là aussi. Donc, je vous laisse rentrer en contact avec Micheline Bourque. Et encore une fois, Elias, un gros merci de votre temps et la meilleure des chances pour la promotion de votre livre dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci infiniment à vous et je ne saurais comment vous remercier. Je dirais seulement Soko. Soko à toi aussi, Elias. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. D'avoir permis cette rencontre qui en appellera d'autres. Et puis la richesse, c'est bien des rencontres et des alchimies des énergies. Merci à vous deux. Merci à toi, Karim, et on se reparle bientôt. Incessamment, Soko. Soko. Ciao. Ciao.
Voilà donc qui termine cette interview avec Elias Banesse-Betare. Je vous invite encore une fois à entrer en contact avec cet auteur historien, à jeter un coup d'œil à son livre également, et si jamais il y a des éditeurs qui sont intéressés à faire la promotion de son livre sur le territoire africain, ne vous gênez surtout pas à entrer en contact avec lui. Les coordonnées pour le rejoindre seront évidemment, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, alors ne vous gênez surtout pas pour prendre contact avec lui. Un gros merci encore une fois à Karim Benkmis pour sa participation dans les recherches, entre autres, des invités pour ces épisodes hors série Africa qui, incidemment, ont lieu les premiers mardis de chaque mois. Alors, ne manquez surtout pas le prochain épisode hors série Africa qui se tiendra le premier mardi du mois de février. Et Karim nous dénichera pour l'occasion un champion entrepreneur qui viendra nous parler de son parcours. Alors, ne manquez pas cet épisode-là. Et encore une fois, un gros merci à Karim. Voilà donc qui termine ce premier épisode de l'Accélérateur 2018. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode tout spécial. C'est-à-dire ce vendredi 5 janvier, un épisode tout spécial où je recevrai une invitée de marque, une invitée qui me tient particulièrement à cœur et je vous en dirai pas plus, mais ne manquez surtout pas cet épisode, vous ne voudrez certainement pas manquer ça. Ce sera un épisode où je vais moi-même me dévoiler un peu plus et je vais vous présenter quelqu'un qui m'est très cher dans ma vie. Donc, ne manquez surtout pas cet épisode ce vendredi. Voilà qui termine notre épisode Africa hors série 004. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cet épisode tout spécial de l'Accélérateur. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!